Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et on poursuit cette émission Épilogue avec Simon M. Poulain et L'Enfant Vieux. Tu nous as beaucoup intrigué au début d'émission avec ce concept élaboré par Stéphane Kelly. Oui, Stéphane Kelly, puis le sous-titre, c'est « Éduquer et transmettre dans la société thérapeutique ». Alors déjà, des concepts à l'enfant vieux, thérapeutique, de quoi on parle, c'est pas quelque chose qui aurait dû passer sous le radar, et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'en a pas vraiment entendu parler. C'est paru cet automne? C'est paru, en fait, au mois d'août. Et j'ai l'impression que la rentrée scolaire, on arrivait de vacances. Puis peut-être aussi parce qu'il remet en question des principes. Des principes de notre société qu'on croyait intouchables, qui nous apparaissent comme fondamentaux. Peut-être aussi, là, puis là, je suis dans l'hypothèse pour partir cette chronique, parce qu'il y a des idées qui ont été récupérées par des débatteurs politiques, au lieu d'être discutées, puis là, d'être travaillées par des éducateurs, des parents, ça devrait se rendre jusqu'au pédiatre, ces idées-là, je trouve. Mais quand je voyais les rapprochements qu'on faisait, on rapprochait ça de 12 idées pour sortir le Québec de son déclin, toutes sortes de choses dans le projet nationaliste, mais aussi le projet conservateur. Ah ouais, un peu le virage à droite chez les plus jeunes. Ça serait facile de le récupérer à droite, ce livre-là, alors qu'il est beaucoup dans l'équilibre. Et dans la vague anti-wokisme, on est-tu là dans le... Peut-être l'opposition homme-femme aussi, maternelle, paternelle, mais alors qu'il s'en défend, puis qu'on voit des critiques qui, justement, essaient de l'amener là, mais il est pas là du tout. Il est vraiment dans des bonnes questions. Je vous parle de ces questions-là, justement. Pourquoi traite-t-on nos enfants comme des tasses de porcelaine fragiles? Plutôt que de les pousser à s'entraîner, à s'adapter, à s'endurcir, comme des êtres résilients et adaptatifs qu'ils sont potentiellement capables de devenir. Et on va nous parler, entre autres, d'un auteur qu'il cite, il cite la recherche, puis qui dit il y a des choses fragiles, des choses résilientes, et des choses antifragiles. Puis il dit, les humains, on est des choses antifragiles. Nos muscles sont comme ça, notre cerveau est comme ça. Si on les met à l'épreuve, si on leur met dans une condition difficile, ils s'adaptent, ils deviennent plus forts. On est capable de s'entraîner. Mais on ne traite pas nos enfants comme ça, on les traite comme des êtres fragiles. Pourquoi, d'autres questions, pourquoi est-ce que de nombreux parents, enseignants et éducateurs tentent de réduire au maximum tous les éléments stressants, difficiles ou éprouvants? Puis ça, dans notre pratique, je pense Geneviève et moi, on l'a vu. Oui, il faut rappeler aux auditeurs que vous avez été enseignants les deux. Oui. Puis, il y a beaucoup d'entraîneurs sportifs qui relèvent ce fait-là. Moi, il y a quelques semaines, je pense que c'est un entraîneur, en tout cas, c'est une école de Québec qui disait, les joueurs, oh non, là, je peux pas jouer. Fait que c'est... Pour des motifs de... je suis fatiguée. Je suis pas bien. Je veux pas qu'on perde. Alors, j'ai la flemme, comme disent. Oui, j'ai la flemme. Donc, dans le sport aussi. Mais là, c'est à nous aussi de relancer, d'encadrer, parce qu'une autre des questions, une dernière que je voudrais aborder, pourquoi plusieurs parents ou intervenants du réseau de l'éducation ont-ils de la difficulté, de la misère à assumer leur rôle, c'est-à-dire à ne plus vouloir encadrer adéquatement les enfants et les adolescents? On va parler de verticalité dans les relations, puis d'horizontalité. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, l'horizontalité. Alors, je vous parle de ça parce que Stéphane Kelly, dans L'Enfant Vieux, ressort vraiment ces éléments-là. Lui, en tant que sociologue, il est aussi enseignant au Cégep de Saint-Jérôme, il aborde des constats que la recherche sociologique a accumulés dans les dernières décennies, qui deviennent un peu des preuves qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui nomme une société thérapeutique. C'est quoi une société thérapeutique? Il faut définir le concept mais ça vaut la peine vraiment d'aller plus en profondeur. Là, aujourd'hui, je vais être tellement dans le résumé que je dirais ça vaut pas la lecture de ce livre-là. Donc, c'est une société où la santé psychologique et le bien-être sont devenus des valeurs centrales au point d'influencer nos institutions, nos politiques et nos pratiques éducatives. Tout est mis en œuvre, tout est pensé pour éviter la souffrance, le risque, l'inconfort. On ne tolère plus ça. Ça transforme notre rapport totalement à la jeunesse puis à la socialisation des jeunes aussi entre eux. Avant la société thérapeutique, c'était quoi? Bon, ils appellent ça, en fait, les sociologues disent qu'on était à ce moment-là, puis là je résume encore beaucoup, dans un système de valeurs qui était celui de la société bourgeoise.
valorisant l'autonomie, la responsabilité individuelle, la transmission des normes stables. On verra, on pourrait le discuter. Il y a différentes façons de nommer ce qui était avant la société, disons. Lui, si on dit bourgeoise, ça pourrait être, sous certains angles, conservatrice, plus paternaliste, je sais pas trop. Bon. Donc, aujourd'hui, la société thérapeutique là, va privilégier la protection, la gestion des émotions, la réduction des épreuves du risque. L'idéal, là, c'est plus de former des individus forts puis indépendants, mais des personnes équilibrées, sécurisées, bien dans leur peau. Mais selon lui, on est en train de rater complètement notre coup. Oui, vas-y. J'allais dire, ça me fait penser un peu, on a diffusé au printemps l'entrevue avec Gérard Bouchard dans Vision du Québec. Il évoque ça, ce repli du bien-être, ce repli de son confort, son repli vers à la faveur, et peut-être Stéphane Kelly en fait partie, mais les réseaux sociaux, le wellness, comme on appelle le mieux-être, et de plus en plus, donc, le nombril un peu de chacun, qui fait que le projet collectif est plus difficile. Il est plus difficile, puis comme je le disais en introduction aussi, là, on les surprotège dans le réel, mais on les surexpose au danger dans le virtuel. Ça fait des êtres un peu déconnectés du réel, puis de la socialisation réelle également. Donc, ils sont extrêmement bons pour cette socialisation-là en ligne, mais dès que tu leur enlèves leur cellulaire, ils deviennent plus capables de se débrouiller. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il y a aussi, je voudrais aborder, là, avant de faire un petit peu plus la critique, puis d'aller dans ce que j'ai aimé ou pas, un changement qui a touché, comme je le disais aussi, la verticalité des relations. Donc, la transmission qui se faisait autrefois de haut en bas, des adultes vers les enfants, des enseignants vers les élèves, c'est ce qu'on a un peu abandonné pour une autorité qui est moins claire, qui est moins assumée, qui est plus dans la relation égalitaire. Bon, c'est encore là des points qui sont quand même intéressants d'avoir des discussions avec ses enfants, de pouvoir aller chercher son avis, mais selon la recherche, on donne un cadre flou à l'enfant. On ne lui permet pas de sentir l'aspiration vers le haut, puis là j'arrête parce que c'est tellement intéressant comment c'est bien décrit. Alors, pour nous faire comprendre sa thèse, l'auteur a divisé son livre en 3 parties. L'avènement de la société thérapeutique et son remplacement progressif par la société bourgeoise. Non, mais son remplacement de la société bourgeoise, pardon. Ensuite, deuxième partie, les effets de cette mutation-là sur l'éducation et la socialisation, notamment là, la montée de la surprotection et de l'anxiété. Et une troisième partie qui nous parle de pistes qu'il donne, mais qu'il va chercher dans plusieurs auteurs aussi pour redonner de la vitalité à la vie collective, réhabiliter le goût du risque. Là, on pense tout de suite aux montagnes de neige de M. Drainville. Et voilà, j'allais dire... le roi de la montagne. Le roi de la montagne. Ben oui. Ben, parce que des experts en éducation le disent aussi. Il faut se chamailler, il faut avoir cette notion de danger. Oui, il n'était pas basé sur rien, M. Drainville. Non, c'est intéressant pour ça. Laissons jouer les jeunes, laissons-les peut-être débouler la côte. Débouler quelquefois, se faire un peu de bleu. Oui. Mais aussi, donc, le goût du risque, de l'engagement, puis aussi de l'autonomie. Puis j'ajouterais là, en réaffirmant une verticalité saine. Bon. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, vous le sentez depuis le début, là, la façon qu'a l'auteur de commencer, d'approfondir toutes ses idées, puis il va toujours dans un ensemble ou un contexte plus nord-américain, puis il resserre l'analyse pour voir s'il existe des données ou des recherches du même type pour l'ensemble canadien, puis enfin, là, il va... plus précis, il dit si et comment, il trouve des éléments, des recherches aussi sur la société québécoise, comment ça s'applique, c'est très bien fouillé. Alors, puis tout au long de la lecture, il y a une rigueur intellectuelle qui donne envie d'en savoir plus. Chaque chapitre là, est limpide, il s'appuie sur la recherche, sur des recherches complexes, puis même si on fait état de recherche scientifique, là, puis il utilise des mots, des concepts issus de la recherche, il prend le temps de les expliquer à ses lecteurs, de les rendre signifiants. Bon, là, il y a peut-être une critique qui pourrait arriver. Certains pourraient dire, son style il est vraiment très conventionnel. Là. Des intros qui annoncent le sujet, qui présentent les parties, des phrases puis des paragraphes de synthèse, des transitions bien marquées. Ouais, mais moi, je dirais, c'est peut-être banal, là, c'est comme élément, mais je trouve que ça contribue à la clarté, à la fluidité. C'est exactement mes mots, à la fluidité de la lecture, ce qui est essentiel pour qu'un essai dense puis argumenté comme ça, là, nous touche, soit capable on soit capable de le rendre compréhensible. Donc, puis là, comme pour un bon roman, on apprécie que l'auteur nous guide sans jamais nous perdre en maintenant un fil conducteur, puis ça nous permet de le suivre jusqu'au bout.
Enfin, dans cet élément-là, mais j'ai pas tout à fait fini, c'est que l'auteur s'adresse en premier à l'intelligence du lecteur. Puis là, vous allez dire, on vient de recevoir un merveilleux auteur qui parle de fragments, des choses comme ça. Moi, à mon avis, j'aime pas beaucoup les fragments ou les chroniques parce que ce que ça fait, c'est que souvent, ça laisse les idées en plan. Mm-hmm. Hein? On commence quelque chose, on le finit pas, puis on dit à ton lecteur, finis là, la réflexion. Pas nécessairement dans le livre de Pierre-Luc tout à l'heure, mais dans d'autres aussi. Puis je le dis depuis quelques années, c'est un peu ça que je remarque. C'est quoi l'intention? Parce que si l'intention, c'est d'écrire des chroniques, faut que le lecteur le sache. Oui, aussi. C'est pour ça que, comme tu l'expliques, avec une ligne directrice, une structure claire et efficace, c'est là que le lecteur va poursuivre, justement, il va adhérer. Moi, j'ai jamais... En fait, je pense que ça fait longtemps que j'avais pas eu autant de plaisir. Vous rappelez-vous de Abolissons l'hiver? Oui! Abolissons l'hiver de Bernard Arcan. Je pense que ça remonte à ce moment-là. Il avait une approche sociologique un peu plus empirique, arrivé avec des illustrations concrètes. Stéphane Kelly, tu disais en début de chronique, Simon, que ça peut justement être pris. Est-ce que ça pourrait être taxé de nostalgie, la bonne vieille époque, puis ça marchait de même, puis les enfants, leur place, puis les adultes? Je caricature, bien sûr, mais est-ce que ce vent conservateur, peut-être vers un retour à des rôles traditionnels, tout ça pourrait se nourrir dans ça? Je pense que oui. Si on ne lit pas toutes les nuances qu'il apporte, puis toutes les réserves qu'il apporte, parce que lui, encore là, je veux pas aller vers la fin parce que j'aimerais qu'on le lise, mais il est beaucoup plus dans l'équilibre, la recherche d'équilibre entre ces valeurs-là qu'on a développées, puis les pratiques qu'on a développées dans la société thérapeutique. Puis, ce qui était vraiment intéressant, ce qu'on devrait reprendre de la société bourgeoise, parce qu'il parle à un certain endroit des groupes. Il dit groupes culturels plutôt qu'ethniques parce que des fois, c'est des groupes religieux qui sont les plus performants et qui sont en train de dominer les institutions aux États-Unis, au Canada puis au Québec. Et les éléments qui sont semblables entre ces groupes-là, c'est justement le cadre que l'on donne dans l'éducation, l'aspiration vers le haut, la discipline, la rigueur, sans nécessairement dévaloriser que la personne, elle est authentique, qu'elle a ses sentiments, mais on exige plus. Alors que dans les groupes qui sont de moins en moins dominants, on laisse tout faire, on laisse tout penser, on laisse se nourrir d'à peu près tout. Fait que c'est cette opposition-là pour essayer de remonter nos jeunes. Mais en tout cas, je vais y revenir un petit peu. Je termine avec quelques petites idées. Donc, ce que je voulais dire, oui, je repars dans mes idées, c'est que les études, les thèses universitaires, les recherches, Stéphane Kelly réussit à leur donner du sens, il réussit à construire quelque chose, il réussit aussi à fournir comme une interprétation, ça revient un peu à ce que tu disais, Valérie, ça répond un peu, là, plus nuancée, profonde de ce que nous traversons actuellement dans notre époque. Puis, peut-être que je pourrais dire, à réfléchir comment des repères éducatifs clairs, une autorité bienveillante, sans tomber, comme on vient de le dire, dans l'autoritarisme, pourrait nous faire sortir du laxisme puis de la surprotection. Mmh. Puis là, j'étale pas ici tous les avantages. Donc, en conclusion, je dirais que selon l'auteur, on traite peut-être nos enfants comme des vieilles personnes à la santé fragile, là. Mais c'est pas du tout un livre qui a un lien avec, disons, après la vieillesse, arrivera la mort, où on n'est pas dans le déclin de la société québécoise, la fin. C'est pas tout est fini. C'est plutôt une vraie belle invitation à réfléchir, à débattre, à choisir, puis ensuite à agir pour redonner à nos jeunes un cadre stimulant, porteur. Fait que moi, je dis à mettre entre les mains de tous les enseignants, éducateurs et parents, là, tu sais, le livre de Spock des années 60-70, là, qui a, semble-t-il, selon Kelly, transformé, même enlevé du pouvoir aux parents, parce que là, c'était de remettre tout ça dans les mains des spécialistes. Là, c'est de leur faire lire pour dire, vous avez vraiment un rôle important, puis vous êtes capable. Alors, dans les mains de toutes les personnes qui ont l'éducation et le développement des jeunes à cœur, alors Noël arrive bientôt, vous pouvez y penser. C'était L'Enfant vieux par Stéphane Kelly aux éditions du Boréal. C'est sorti cet été.